Justice, le procureur du Faso auprès le tribunal de grande instance de Kaya communique sur le drame de Zango et Mali. Les forces armées maliennes reprennent Kidal après 11 ans d'occupation par des rebelles. Et enfin, Côte d'Ivoire, Guillaume Soro annonce la fin de son exil. Voici, mesdames et messieurs, les grands axes de la tribune des éditos, ce grand rendez-vous de vos médias leaders, True TV et Watt FM, pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les analyses, mais aussi les commentaires des différents médias. Et pour le décryptage de ces sujets, je suis accompagné par 4 professionnels de médias que je m'en vais vous présenter. Nous avons Joachim Vokuma, directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net, Aimé Kobo Nabaloum, rédacteur en chef du journal d'investigation Le Reporter, Michael Tougri, rédacteur en chef de True TV, et enfin Idriss Koumbem, journaliste à la Radio Liberté. Que s'est-il donc passé à Zango, ce village de la commune de Bouala, situé à environ 60 km de Boulsa? La question reste entière après le communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kaya qui a annoncé provisoirement une perte en vie humaine de 70 personnes. Joachim Vokuma, il s'agit d'un chiffre tout de même lourd. 70 personnes ont perdu la vie. Comment est-ce que vous avez accueilli une telle information avec le communiqué? Disons que chaque fois on pense qu'on a touché le fond, mais puis les événements arrivent, on voit qu'on n'a pas de fond, quoi. Voilà, on s'enfonce à chaque fois qu'il y a des événements tragiques comme ça. Ce qui s'est passé à Zango, ça rappelle malheureusement des épisodes macabres passés, Nouna, Karma récemment. On assiste à peu près au même scénario, beaucoup plus proche de Karma que Nouna. Et là également, il a quand même mis près d'une semaine avant qu'on ait un communiqué pour nous situer sur le bilan provisoire des victimes, le nombre des victimes, 70 provisoirement, parce qu'il y a des disparus, il y a d'autres qu'on est en train de chercher encore, d'autres qu'on est en train d'identifier. Et donc, jusqu'à présent, bon, on ne sait toujours pas, parce que quand on lit le communiqué du procureur, là, se sont déportés sur le terrain. Même pour y aller, c'était tout un souci. Se sont déportés sur le terrain avec beaucoup de difficultés. Et c'est comme carrément, il y a beaucoup de questions qui se posent. Quand on voit les images, des femmes, des enfants, dans le procureur même indique que ce sont les personnes âgées, des enfants qui ont été tués. Donc ce sont vraiment une cible, la population qui a été visée. Bon, ça ce sont des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité. Parce que quand on massacre des civils comme ça, aux mains nues, on a même vu des images vraiment insoutenables avec des bébés sur le dos de leur maman. Qu'est-ce qu'ils ont pu commettre comme crime pour mériter un tel châtiment? Bon, ça, c'est toute la question. Maintenant, la question, c'est de savoir qui sont les auteurs de ce crime odieux. Le procureur ne donne aucune piste. On dit que ce sont des hommes non identifiés. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Et c'est ça qui est quand même assez troublant, parce que bon, ça fait quand même plusieurs années, près de 7 ou 8 ans qu'on est en guerre. Et on a l'impression de relire les mêmes communiqués dès le début. Quand on parlait d'hommes armés non identifiés, jusqu'à présent, on ne peut pas comprendre qu'avec quand même tous les réglages stratégiques et militaires qu'on a mis en place, que des gens viennent dans un village, massacrent 70 personnes, repartent comme ça, sans qu'on ait aucune trace de... quand même, ça paraît un peu troublant. C'est comme Karma. Karma, le chef de l'État, a parlé de perfidie. Parce que là-bas, des témoignages ont rapporté qu'effectivement, c'était des gens qui portaient en tout cas la tenue de l'armée burkinabé, avec même les macarons. Donc, voilà, jusqu'à ce que le chef de l'État dit que ça peut être une perfidie, parce que lui-même a vécu une scène pareille comme ça à Bamako. Est-ce que là également c'est une histoire de perfidie? Mais ce qui est évident, du moins, bon, l'idée inimaginable, c'est que ça soit commis par des militaires burkinabés. Ça, c'est la chose la plus inimaginable. Comme Karma, comme Nouna, mais jusqu'à présent, les enquêtes n'ont rien donné.
Mais si c'est des groupes terroristes qui ont commis ce massacre, comme les épisodes passés, il faudrait quand même qu'on fasse le maximum pour qu'on puisse les identifier et puis prendre des mesures pour protéger. Enfin, c'est quand même assez troublant quand même ce qui s'est passé. C'est comme si on était impuissant face à ce problème-là. Alors que jusqu'à présent, ces dernières semaines, on a eu le sentiment que la présence sur le terrain commençait à donner des résultats. Et ça, quand on subit des événements comme ça, on se met à douter. Avec déjà beaucoup d'opérations dans la zone au niveau du centre-nord. Absolument. Le centre-nord, c'est quand même aussi une des zones, l'épicentre quand même du terrorisme. Donc, que des événements comme ça se passent dans cette zone-là et que jusqu'à présent, on n'a aucune piste, c'est assez troublant. Alors, Aimé Nabaloum, le bilan est tout de même assez lourd quand on se réfère au communiqué qui parle de 70 pertes en vie humaine, un chiffre pour le moment provisoire. Est-ce qu'on en sait un peu plus à la date d'aujourd'hui? Ne me collez pas. Ça va être difficile donc d'en savoir un peu plus par rapport donc non seulement au nombre donc de personnes victimes donc de cette situation, et également par rapport aux circonstances. Il y a tellement de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, et pour moi, tout en saluant la mémoire donc de ces victimes là, le plus dramatique, c'est que on ait mis autant de temps donc pour communiquer. Et quand notre contexte est tellement compliqué que quand vous ne prenez pas, surtout quand l'autorité, je veux parler du gouvernement et du pouvoir judiciaire, quand vous ne prenez pas le devant très vite, vous laissez la place donc à tout ce qui est fake news, à tout ce qui est invention, à tout ce qui est chacun raconte ce qu'il veut, chacun accuse qui il veut, et c'est ça qui est l'autre drame donc de notre situation. Dès que les événements se sont produits, très vite l'information s'est retrouvée, je dirais, sur la place publique, sur les réseaux sociaux, pratiquement. Si vous voulez, à l'heure ou à la minute près, les réseaux sociaux se sont enflammés, ont été inondés par ces informations sans que l'autorité ne dise quoi que ce soit. Et cela a laissé vraiment libre cours donc à la fabrique de toutes les informations possibles sur le nombre, sur les circonstances, n'eût été les images pratiquement horribles qui ont accompagné cette information. C'était difficile de savoir exactement si de tels événements s'étaient produits donc dans ce village-là, et en plus qui en sont donc les auteurs. Moi je dis, la première des choses c'est cela. Il faudrait que l'autorité prenne immédiatement les devants, quelles que soient les difficultés dans lesquelles en tout cas les autorités se trouveraient pour pouvoir produire une information fiable. Il faut très vite réagir pour ne pas laisser libre cours donc aux fake news, à la désinformation et tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour aller, ou du moins pour avoir l'information juste, je crains fort que cela n'arrive pas tout de suite. La preuve, le confrère a fait tout de suite allusion à Karma, et bien avant Karma, par exemple, je crois que dans les jours qui ont suivi immédiatement, il y a eu un communiqué donc de la part du parquet du TGI de Waïvia pour donner au moins l'information, et en tout cas les premières informations qui étaient disponibles. Ça a au moins permis donc d'amoindrir, quand bien même que là-bas, les ressortissants donc de la localité ont très vite réagi également donc pour donner leur point de vue par rapport à ce qui se serait passé. C'est vraiment déplorable que de tels événements continuent donc de se produire, souvent dans le silence. Et là où c'est encore inquiétant, c'est que
du fait donc comment on appelle la lenteur, la réaction donc de l'autorité, je l'ai dit, les gens ont sorti toutes les thèses possibles. Maintenant, on fait quoi? Certains, en arrivent même à... on ne peut pas automatiquement écarter une piste, retenir l'autre. Et quand vous regardez les réactions, vous avez l'impression que, il y en a qui chargent nos FDS, ce qui est véritablement inadmissible, comme l'a dit le confrère. Ça ne peut pas être l'œuvre de nos FDS. Il faut... Si c'est le cas, c'est inadmissible. Il faut l'écarter. Maintenant, si c'est aussi le cas, je termine, si c'est aussi le cas donc de bandits armés, de terroristes ou de djihadistes, vous pouvez les appeler comme il faut également l'enregistrer comme étant le fait donc de ces bandits, de ces terroristes-là, pour que l'histoire le retienne. Mais quand on garde le silence, quand on ne donne pas l'information juste, ou quand on ne travaille pas à savoir exactement ce qui s'est passé, on garde donc des événements passés sans précision, et pour le futur, ça va être compliqué donc de situer donc les responsabilités à un certain moment. Et là, j'ai envie de vous poser une autre question. Quand on essaie de faire le point de tous les régimes qui se sont succédés au Burkina Faso en période de guerre, depuis que la crise a commencé, ça a toujours été la même stratégie lorsqu'on a une situation de ce genre au niveau communicationnel. Oui, mais c'est ça justement qui n'est pas intéressant. Quand on lit le communiqué par rapport à Zango, les conditions dans lesquelles, en tout cas, on est parvenu à produire un tel communiqué, l'accessibilité donc à la localité, ce n'était pas donc évident. On parlait d'une route minée. Voilà, tout cela, mais ce sont nos réalités pratiquement. Ce sont nos réalités. À Waïga ou à Karma, comment ça s'est passé? Il faut aussi s'inspirer donc de tout cela, donc pour pouvoir nous éviter donc le vide communicationnel autour donc de ces événements-là. Quand on ne communique pas, ça laisse en tout cas un vide qui sera difficile à combler donc par la suite. Mais quand les pouvoirs, ou si vous voulez, les régimes ou les gouvernements successifs se sont comportés pratiquement donc de la même manière, ça veut dire quelque part que on a du mal à trouver la meilleure stratégie. Si nous avons encore des autorités dans des localités, quand je dis autorité, je parle donc du conseiller villageois du développement, je parle de membres donc de délégations spéciales, je parle donc du préfet ou tout ce que vous voulez. Si nous avons encore des autorités dans les localités, il faudrait que quand les événements arrivent, il faut très vite communiquer pour ne pas laisser libre cours donc aux fake news, aux fausses informations qui nous font d'ailleurs beaucoup plus mal quand de tels événements se produisent. D'accord. Michael Tougri, c'est donc dire que malgré le travail qui est fait par nos forces de défense et de sécurité, un travail qu'on salue au passage, les drames sont inévitables en situation de guerre, les drames de ce genre. Oui, ce genre de situations sont inévitables. Mais moi, j'aimerais dire, parce que je pense que dans le dernier discours, l'entretien avec le chef de l'État, avec les journalistes, je pense que le président a dit qu'il n'y a pas cette partie du territoire où l'armée ne peut pas mettre les pieds. Qu'est-ce qui s'est passé à Zango pour qu'on mette assez de temps pour ne pas que nos forces de défense et de sécurité n'arrivent pas? Aujourd'hui, on a des vecteurs aériens partout. C'est-à-dire que, et même lorsque vous regardez, qui a interpellé pour la première fois sur cette question? C'est l'Union européenne qui fait un communiqué. Est-ce que c'est le rôle de l'Union européenne de faire un communiqué, demander aux autorités burkinabés de faire la lumière? On a un ministre de la communication, on a un chef d'état-major général des armées, on a toute une direction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez de cette histoire? On ne sait rien. Il a fallu que le procureur envoie des gens plusieurs jours après. On dit que la route est minée. Ça, ce ne sont pas des excuses pour arriver à Zango. On prend un hélicoptère avec des drones, on arrive là-bas, on circonscrit le lieu, et puis on voit ce qui s'est passé. Je pense que c'est peut-être une semaine après que peut-être le procureur a envoyé une délégation aller voir. C'est inimaginable, c'est pas possible. Dans le processus de reconquête du territoire, avec tout ce qu'on a mis comme puissance de feu, vecteur aérien, si quelque chose se passe sur les 374 000 km², l'État burkinabé, 200 km², l'État doit pouvoir mettre les pieds et situer les responsabilités. Aujourd'hui, on regarde
Zaongo, les gens pensent que c'est parce que c'est arrivé là-bas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Peut-être qu'ils sont là-bas, ils ont été massacrés. Ça peut arriver à tout le monde. N'importe qui, n'importe quelle autorité peut se retrouver, sa famille peut se retrouver dans cette situation. Et là, on parle d'une localité, le Centre-Nord, où il y a quand même un certain nombre d'opérations menées ces dernières semaines. Oui, mais de plus en plus, les informations qui reviennent, c'est comme Karma, les gens l'ont dit. Les gens souvent se plaignent que parce que ce village-là serait resté dans une situation, dans une zone rouge où le maximum des villages aux alentours auraient déserté. Donc, voilà, ils apparaissent comme suspects. Voilà, ils apparaissent comme suspects. Les enquêtes permettront donc... Voilà, ils apparaissent comme... Donc, c'est de dire qu'il faut que les autorités travaillent à ce que, dès que quelque chose arrive, il faut se déployer rapidement sur le terrain, il faut circonscrire la localité et il faut mener des opérations. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un par rapport à cette situation de Zango? Si quelqu'un vous demande qu'est-ce qui s'est passé là-bas, vous tirez le communiqué du procureur et puis vous déposez, parce qu'on ne sait rien. Le gouvernement ne communique pas. Même Karma, je pense qu'il y a une délégation gouvernementale sans doute qui s'est rendue aller voir ce qui s'est passé là-bas. Et après, on a vu comment ça s'est passé. Au moins, on a eu quelques informations par rapport à cette localité. Mais Zango, c'est silence radio. Alors, Idriss Roumbem, c'est donc dit que malgré l'abnégation de nos forces et de nos unités combattantes, les drames sont toujours inévitables. Bon, pas que les drames sont inévitables dans le sens de dire que c'est normal que ça arrive. Maintenant, le risque zéro n'existe pas partout. Même ici, on ne peut pas dire qu'on est à 100% en sécurité. Les drames peuvent toujours survenir à n'importe quel moment et n'importe quel lieu, mais il faut travailler à prendre les dispositions, surtout sécuritaires, pour que ces drames-là ne surviennent pas. C'est surtout ça le problème. Comme vous l'avez rappelé, et les uns et les autres également, c'est une zone qui est un peu l'épicentre de la lutte contre le terrorisme, où il y a beaucoup d'opérations qui sont menées. Je crois qu'il devrait y avoir des dispositions sécuritaires nécessaires pour que de telles actions ne puissent pas être commises. Voilà. Et plusieurs jours après, on n'arrive pas à savoir qui sont ceux qui ont posé cet acte-là. C'est là véritablement qu'il faille en tout cas revoir et comment on peut assurer une meilleure sécurisation des populations qui sont toujours dans des zones à fort défi sécuritaire, parce que c'est pas à Kerzoua que ces populations-là aussi se retrouvent dans ces situations. C'est parce qu'à un moment donné, elles se retrouvent prises entre l'enclume et le marteau, où elles préfèrent à un moment donné rester là où on est, c'est dire que bon, advienne que pourra, nous allons rester ici et puis résister de notre manière pour vivre. Sinon, parce que se déplacer aussi, rejoindre une localité, c'est un calvaire insupportable pour ces populations-là. Voilà pourquoi certains persistent pour rester et faire souvent avec le minimum pour vivre dans ces localités-là. Donc, comme on l'a dit, c'est un événement malheureux qui est arrivé, et comme on l'a rappelé précédemment, on a pensé qu'avec des situations que nous avons connues de par le passé, ce sont des faits qui n'allaient pas arriver. Mais malheureusement, on constate que ça arrive toujours. Maintenant, il va falloir réfléchir pour voir pourquoi, malgré les actions que nous avons mises en place, on peut toujours venir prendre en otage tout un village et assassiner plus de 70 personnes, et que voilà, il n'y a pas eu d'action sur le sol pour pouvoir en tout cas au moins savoir si ce sont des terroristes au moins qui ont posé ces actes-là. Je pense que si on avait su au moins que c'était l'œuvre des groupes armés terroristes, ça n'allait pas susciter ce tollé-là. On a vu le cas de Seitenga, c'est malheureux, mais on a dit que ce sont des groupes armés terroristes qui ont commis ce forfait-là. Donc on a essayé ensemble, voilà, de compatir à la douleur et de prier pour le repos des âmes et des disparus. Maintenant, dans cette situation, quand on parle d'enquête et autres, c'est-à-dire que on ne peut pas mener d'enquête lorsqu'on estime qu'il y a une piste claire d'abord, ou au moins une seule piste. Ça veut dire qu'à l'air là, le procureur ou toute personne, il ne se dit pas que ça peut être l'œuvre des groupes armés terroristes, sinon il n'y aurait pas d'enquête. Ça veut dire qu'on suppose que ça peut être eux ou ça peut être d'autres personnes. Et si c'est d'autres personnes, effectivement, c'est qui ces personnes-là? C'est d'autant plus que le vide communicationnel que le gouvernement a donné déjà dès le départ de cette malheureuse, de ce malheureux drame-là, il y a des informations
qui ont surgi de la toile et qui font cas de ce qui indexait en tout cas pratiquement nos forces de défense et de sécurité. Et c'est ça peut-être qui a amené les gens à dire qu'il faut faire des communiqués, des enquêtes pour voir si réellement c'était nos forces de défense et de sécurité qui ont commis ce forfait-là ou pas. Donc c'est quand même très malheureux qu'on arrive à cette situation, mais comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois. Et aussi, le procureur aussi fait c'est son devoir d'aller voir ce qui se passe, mais véritablement dire que dans ces circonstances-là, on pourra un jour connaître la vérité sur ces histoires et rendre justice, moi je suis vraiment très sceptique, parce que sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, là, il y a des gens aussi qui profitent, qui mènent beaucoup d'actions, et voilà, ça passe comme ça inaperçu. Il y a tout de même cette certitude avec le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité pour ne pas être dans une telle situation mêlée à ce genre d'histoire. Et on va très rapidement passer au deuxième sujet retenu pour cette tribune. Après plus d'une décennie d'absence, eh bien, l'armée malienne est de retour à Kidal. L'annonce a été faite par le chef suprême des forces armées maliennes himself, le colonel Assimi Goïta. Joachim Vokouma, la détermination des femmes a eu raison des rebelles finalement. Oui, ça c'est l'événement de la fin de l'année, on va dire comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres événements, on est en novembre d'abord. Mais en tout cas, ça c'est un événement qui aura une portée, en tout cas historique, parce que psychologiquement, symboliquement, la reprise de Kidal par l'armée malienne, c'est un événement, c'est un tournant décisif dans la reconquête du territoire national malien. Ça, c'est une évidence. Psychologiquement, ça donne du tonus à l'armée malienne et ça met un coup au moral des groupes terroristes qui sévissaient dans la zone. Ça, c'est évident. Et puis aussi, pour moi, en tout cas, c'est la preuve que l'enlisement était lié à la présence des troupes étrangères. Ça, on ne peut pas ne pas faire le lien entre la présence des troupes étrangères. Pour vous, c'est une évidence. Ah oui, c'est une évidence. Et leur retrait devait finir le 23 décembre. Ils sont partis, on a parlé de ça ici la dernière fois, qu'ils sont partis plus tôt que prévu. Le calendrier qui était établi du commun accord avec le gouvernement, l'amunissement, a pris ses bagages plus tôt. Et le risque, c'était qu'ils abandonnent leur position au groupe rebelle et indépendantiste. Bon, apparemment, le gouvernement malien a pris les devants et a déployé tout de suite des militaires pour occuper les positions abandonnées par l'amunissement et puis activer la puissance du feu. Et les rebelles ils ont reconnu qu'ils ont fait un repli stratégique. Bon, on verra. Quand on a perdu, on ne dit jamais qu'on a perdu. Ils ont fait un repli. Ben, bon, il faut rester vigilant, il faut consolider cette acquisition-là, cette reprise de Kidal, sécuriser pour éviter effectivement qu'il y ait un retour du bâton. Maintenant, où se sont réfugiés ces groupes rebelles? Où sont-ils? Est-ce que les frontières, l'Algérie, la Libye... Kidal, c'est tout de même plus de 260 000 km². C'est un peu moins du territoire burkinabé, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, où est-ce qu'ils se sont repliés? Quelle est leur base de repli? Est-ce qu'ils ont des complicités avec des pays voisins? Bon, on le verra tout de suite dans les semaines qui vont venir, puisque de toute façon, on va réactiver l'accord de paix d'Alger. Et là, effectivement, le gouvernement malien va quand même en position confortable, on va dire comme ça, position confortable pour renégocier, réaménager le contenu de l'accord d'Alger qui n'avait pas été mis en œuvre parce que, déjà, Kidal était le kyste qui empêchait les débats d'avancer. Et quand on voit, certainement, quand les indépendantistes, puisqu'il y a les rebelles et puis les indépendantistes qui sont coalisés, mais les indépendantistes vont, à mon avis, ils vont revoir leur position, du moins leurs ambitions, très largement à la baisse. Parce qu'une fois qu'on a perdu la bataille sur le terrain, on ne peut plus revendiquer l'indépendance. Donc, l'autonomie qui avait été proposée, la large autonomie, décentralisation avancée,
qui donnerait des pouvoirs aux pouvoirs régionaux pour élaborer des budgets avec l'accompagnement du gouvernement central, avec la présence d'un représentant du gouvernement central pour accompagner les dynamiques locales de développement, je pense que cette piste-là va être réactivée parce que ça me paraît aujourd'hui la piste la plus sérieuse, la plus, intéressante aussi bien pour le gouvernement que pour les groupes rebelles qui sont en position de faiblesse. En tout cas, bravo à l'armée malienne, au FAMA. Et puis, maintenant, les étrangers anti-griffes qui étaient là-bas, peut-être que l'ONU va tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Parce que, vous vous rappelez, on a parlé de ça ici. La CEDEAO a toujours demandé l'activation du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Elles n'ont jamais obtenu. Du coup, les casques bleus qui sont déployés sur le terrain ne font rien. On tire sur eux, ils ne peuvent même pas répliquer. Encore moins combattre aux côtés du gouvernement. Donc, c'est pas. Il faudra peut-être, pour les autres conflits qui sont toujours en cours, tirer le son de ça et voir, en tout cas pour nous aussi, c'est la preuve que personne ne fera le combat à notre place. D'accord. Alors, Michael Toubi, qu'est-ce que vous pensez de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes? Moi, je pense que c'était l'objectif de Assimi Goïta. Il est venu pour faire la guerre. Il a dit que quand il vient, c'est pour conquérir le territoire malien. Donc, ce qu'il a fait, c'est en droite ligne de sa mission qui s'est assignée quand il faisait le deuxième coup d'État. Donc, c'est dit que prendre Kidal aussi, c'est symbolique. Comme vous l'avez rappelé, c'est 260 000 km². Et en même temps, c'est un exemple qu'il nous donne et que le Burkina Faso doit suivre. Parce qu'ils ont repris une localité qui avoisinait pratiquement le Burkina Faso. Donc nous, on doit aussi mettre les bouchées doubles pour, d'ici quelques mois, quelques années, reconquérir quelques semaines pour reconquérir rapidement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la guerre se mène en dehors de Solenzo, où le président est parti, où ça a été vraiment montré comme un trophée de guerre. Je ne suis pas sûr qu'il y a des localités aussi qui sont vraiment montrées avec grande pompe comme ce qui s'est passé à Kidal. Il faut qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous, l'épicentre du terrorisme, c'est Djibo. C'est comme ça Djibo. Il faut qu'on mette pied à Djibo et qu'on reprenne toutes les localités de Djibo comme Kidal. Parce que Kidal au Mali, chez nous, c'est Djibo. Donc il faut que le gouvernement, le président de la transition aussi, s'inspire aussi de ce qui s'est passé au Mali et mette pied à Djibo et puis reconquérir toute cette zone qui sera peut-être le symbole du retour de la paix. Mais il faut le dire aussi que c'est vrai que j'ai vu certaines personnes critiquer que le Mali de Assimi Goïta a reconquéri Kidal avec ses partenaires de Wagner. Mais c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Même lorsque vous faites un peu un coup d'histoire au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, la France et ses partenaires, qui les a permis de remporter la guerre? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc c'est normal. Si le Mali pense qu'ils peuvent aller voir quelqu'un qui peut venir les aider à remporter la bataille, mais c'est de bonnes guerres. Parce que ceux qui étaient là, les Français qui étaient là, c'est eux qui empêchaient, pour ne pas dire aux forces armées maliennes, de mettre pied à Kidal. Combien de fois les femmes sont arrivées à la porte de Kidal, puis on leur a dit non, vous pouvez pas venir. Même l'ancien président, combien de fois il a voulu atterrir à Kidal et on a tiré sur son avion, l'avion a fait demi-tour. Donc c'est dit aussi qu'il faut qu'on tire le son de ce qui s'est passé à Kidal. Et puis bon, c'est pas sûr que pas Kidal seulement, il y a d'autres localités aussi qui devraient aussi être sous autorité de Bamako. Et puis en même temps, il faut dire aussi, ça va donner des ambitions sûrement aussi au président. Parce que ça va faire monter sa cote. Il s'est taillé une nouvelle constitution. Suivez mon regard. Vous allez voir peut-être que c'est sans doute qu'il va dire, écoute, après 11 ans, je mets pied à Kidal. Peut-être qu'un jour, vous allez voir le président Goïta dire qu'il dépose la tenue militaire. Alors, Aimé Nabaloum, on aura tout entendu sur Kidal, forteresse imprenable. On aura qualifié ces rebelles de la CMA de tous les noms, mais la détermination des FAMA a finalement eu raison.
Oui, c'est un événement qu'il faut saluer, comme on le dit à sa juste valeur, parce que Kidal, c'était vraiment tout un symbole. Donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali, Kidal retombe entre les mains donc de Bamako. Les FAMA ont mis pied donc dans la ville de Kidal. C'est très symbolique et c'est vraiment à saluer, parce que beaucoup de personnalités, aussi bien politiques que militaires, ont pris pour parler de façon vulgaire, vous m'excusez, ont pris défaite à Kidal. Certains ont fait demi-tour, certains ont dû prendre la tangente, et aujourd'hui ça doit être la fête à Kidal et dans tout Bamako, et les Maliens l'ont fait savoir. Ils ont jubilé quand les FAMA ont mis pied donc dans cette ville. C'est très symbolique et c'est à saluer. Maintenant, il faut travailler à consolider cet acquis-là, parce que ce n'est jamais gagné d'avance, surtout quand le résultat, pour l'instant, n'est que militaire. Il faut ensuite travailler à ce que, dans le cadre donc de la consolidation donc de cette victoire-là, il faut travailler à ce que ce soit une victoire pérenne, voir les autres aspects donc de développement de la localité, parce que ce n'est pas la région la plus riche donc du Mali. Il faut travailler donc au développement donc de cette localité, à ce que les richesses donc de Maliba profitent donc jusqu'au Kidalois. Mais là, l'autre aspect, c'est que la symbolique donc de Kidal, c'est aussi dans l'histoire. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première que Kidal tombe entre les mains d'indépendantistes, tombe entre les mains de terroristes et reviennent entre les mains du pouvoir central de Bamako. Quand on revisite plus ou moins l'histoire et quand on écoute les Maliens par rapport à la situation de Kidal, on se rend compte que la chose est née depuis les années des indépendances, que Kidal posait problème donc avec le pouvoir central de Bamako. Plusieurs groupes indépendantistes, séparatistes si vous voulez, ont pris pratiquement Kidal depuis les années 62, 63, 64, ensuite 90, il y a eu la grève, toutes les crises pratiquement au Mali tournent autour donc de Kidal. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une première que Kidal retombe entre les mains donc de Bamako. Parce que les autres qui sont peut-être morts ou qui sont encore vivants avaient travaillé à prendre Kidal, ce qu'ils avaient réussi à faire, le pouvoir central est parti prendre, et ainsi de suite. Donc maintenant, comment s'inspirer de tout ce qui s'est passé, les échecs donc de véritablement amener Kidal vraiment entre les mains, de façon définitive, entre les mains du pouvoir central de Bamako, c'est la véritable question qui demeure. L'actuelle reconquête, c'est tout de même après une décennie d'absence. Oui, mais ce n'est pas une première. Je vous ai dit, ça fait pratiquement 5 ou 6 fois que Kidal a régulièrement échappé à Bamako. Ce n'est pas nouveau. Depuis les Agbanga jusqu'au Ouagali récemment, ce n'est pas nouveau. Donc moi je dis, c'est comment consolider, comment s'inspirer donc des échecs du passé là, pour que Kidal laisse définitivement une région, une ville culturellement, si vous voulez, communautairement, purement malien. C'est ça la véritable équation. En attendant, peut-être on n'y est pas, mais il faut déjà poser les questions, parce que les groupes terroristes, c'est clair, vont disparaître dans la nature, dans ce désert-là. C'est pratiquement le Burkina. Les groupes terroristes vont disparaître. Les pays voisins se connus, ils sont à côté, peut-être là-bas, mais... Vous parlez de quel pays?
L'Algérie, la Mauritanie, bon, c'est que le Niger, ce n'est pas évident qu'un groupe terroriste ou des terroristes si aventure même la Mauritanie. Bon, on a fait Chabé. Maintenant, les indépendantistes, ça au moins, ils vont rester au Mali. Ils vont rester au Mali parce qu'ils n'auront pas où aller. C'est très probablement avec ces personnes-là qu'il faut, au-delà donc des armes, c'est avec ces personnes-là maintenant qu'il faut véritablement discuter, renégocier pour que la paix revienne définitivement à Kidal. Et je suis pratiquement convaincu que si les Kidalois, les Touaregs du Kidal arrivent à s'entendre, à fixer des bases solides avec le pouvoir, avec le gouvernement malien, je suis pratiquement sûr qu'on pourra avoir une paix pratiquement durable donc dans cette localité. Et si il y a une paix durable dans cette localité, dans la région de Kidal, je suis convaincu que le Mali pourra, dans un avenir très proche, retrouver une certaine quiétude. Parce que c'est les bagarres d'indépendantistes qui ont facilité l'entrée des groupes terroristes donc à Kidal, puis tout le Mali est pratiquement pris. Bon, ce n'est pas tout à fait similaire au Burkina, même si on peut penser que bon, cette affaire de Kidal, d'Azawad et tout ce que vous voulez, bon, c'est des ramifications, mais bon, il faut discuter avec les Touaregs maliens du Kidal pour fixer les bases véritables et puis bon et laisser tomber les guéguerres là, parce que bon, les conséquences sont là. Vous faites des bagarres indépendantistes dans votre région et puis bon, des groupes armés profitent, s'engouffrent et puis vous créez d'autres soucis. Oui. Alors Idriss Oumbem, quand on refait un peu la configuration de l'échiquier, on a le départ des troupes françaises, on a le départ de la MINUSMA qui est demandé, on a des opérations de reconquête qui sont lancées par les FAMA et Kidal qui est repris. Quelle est votre analyse? Alors, ce sont effectivement la succession des événements tels que vous l'avez rappelé, parce qu'il y a eu d'abord Barkhane qui est reparti et après Barkhane c'est la MINUSMA. Pour Barkhane, on ne pouvait pas comprendre en tout cas sa logique si telle est que elle était là pour lutter contre le terrorisme et elle n'arrive pas à apporter quelque chose de substantiel dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, pour la MINUSMA, il faut aussi nuancer parce que c'est une force d'interposition entre les deux camps, le côté malien et voilà, le mouvement, la coordination des mouvements de l'Azawad de l'autre côté de Kidal. Donc on pouvait peut-être comprendre les actions qu'il menait pour que le conflit ne puisse pas se perpétuer dans le temps. Mais tout compte fait, c'est une histoire qui rappelle que ce soit la MINUSMA ou les forces étrangères, souvent qui sont des forces d'occupation, ne peuvent pas constituer une solution durable pour une crise à l'interne d'un pays donné. On l'a vu, les forces américaines en Afghanistan étaient obligées de partir parce que après avoir passé près de 20 ans, ils ont compris que ce n'était pas la solution. Ça montre qu'effectivement, les solutions aux problèmes des peuples, c'est à l'intérieur, voilà, que les peuples doivent en tout cas travailler pour trouver des réponses en tout cas adéquates à leurs problèmes. Ça, c'est pour ce qui est des forces qui étaient là et qui sont parties. Maintenant, comme le doyen l'a rappelé, on a discuté ici, je crois que c'était la semaine surpassée, sur le communiqué du gouvernement malien qui faisait cas de ce que les troupes de la MINUSMA levaient très rapidement les positions, voilà, et que ce n'était pas ce qui était convenu et qui devrait partir jusqu'en fin décembre. Donc déjà, il faut féliciter en tout cas les FAMA pour avoir pu occuper déjà voilà, les positions laissées, que ce soit Aguelok, Menaka, Tessalit, ils ont pu en tout cas consolider, prendre ces positions de la MINUSMA et mieux, ils sont arrivés à aller jusqu'à Kidal. C'est quelque chose qu'il faut saluer et il faut consolider, mais le combat n'est pas gagné d'avance parce qu'une chose est de terrasser la bête et une autre chose aussi est de pouvoir la maintenir pour qu'elle ne se relève pas et c'est là véritablement qu'on attend en tout cas les FAMA. Parce que, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est une zone où il y avait des mouvements indépendantistes et séparatistes, si on peut le dire aussi. Et il y avait aussi l'État islamique qui sévissait dans la zone. Il y a les ESIM qui sont là. Et quand vous regardez, l'analyse qu'on peut faire est que c'est des trois mouvements et aucun n'a intérêt à ce que Kidal reste dans les mains de l'armée malienne. Donc ce qu'il faut craindre est que ces groupes se replient, se retirent et fassent une coalition
pour mener en tout cas des opérations de déstabilisation contre les FAMA. C'est ce qu'il véritablement il faut regretter. Et pour que cela aussi n'intervienne pas, il faut déjà travailler à ce que tous les habitants de ces zones-là, en tout cas, se retrouvent et se sentent en tout cas intégrés dans le Mali entier. Quand c'est comme ça, c'est difficile de pouvoir venir. Mais on peut rentrer à Kidal, mais si les habitants ont toujours l'esprit qu'ils sont différents, c'est très facile pour ces mouvements-là de revenir très rapidement et de mener des opérations. Donc il faut des actions politiques au-delà du militaire aussi, pour prendre en compte toute cette localité-là, les préoccupations des populations de cette localité, pour consolider cette victoire d'étape-là. Alors, Joachim Vokuma, le gouvernement burkinabé n'est pas resté insensible à une telle victoire. À travers un communiqué, ils ont félicité cette action héroïque des forces armées maliennes. Au-delà du Mali, au-delà du Burkina, quelle est la portée de cette victoire pour l'Alliance des États du Sahel? Oui, c'est vrai, le gouvernement a parlé de victoire d'étape. Effectivement, c'est une victoire d'étape, il faut consolider dans ce qui vient d'être fait avant de poursuivre la reconquête du territoire. Je le disais tout à l'heure, psychologiquement, c'est un acte fort, ce qui vient de se passer. Et pour les États du Sahel, c'est quand même le premier résultat de leur alliance. Ça veut dire, on peut spéculer comme on veut, mais ça, on ne peut pas ne pas le mettre aussi au compte, au bilan, en tout cas, de l'alliance des États du Sahel. C'est évident. Parce que on peut imaginer que si la situation avait changé, si on avait rétabli Bazoum au Niger, l'armée française ne serait pas partie. Donc, ce qui vient de se passer n'aurait probablement pas eu lieu. Or, vous vous rappelez bien, le communiqué conjoint du Burkina et du Mali, qui disait clairement que attaquer le Niger, c'est attaquer le Burkina et le Mali, là, ça, d'une certaine manière, ça a eu un impact. Ça a pesé sur la balance. Ah oui, absolument. Ça a pesé sur la discussion au sein de la CEDEAO. Les gens se sont demandé... Bon, ces Sahéliens là, ils se mettent ensemble, ils menacent, quelles sont leurs capacités de frappe, leurs forces et tout. Et surtout qu'il y a des pays côtiers, bon, qui n'ont pas vraiment une expérience militaire. Je veux dire, ils n'ont jamais fait une guerre en tant que telle. Leurs soldats ils sont pas aussi aguerris que les soldats du Sahel. Donc, du coup, ça a un peu ramolli les velléités des uns et des autres. Et du coup, ça a permis quand même de stabiliser la situation au Niger et de mobiliser les moyens communs pour appuyer le gouvernement malien. Ça, c'est une évidence. Si l'armée française n'était pas partie, la MINUSMA aussi, peut-être elle serait, je ne sais pas si elle serait partie de toute façon, puisque l'accord a été signé à l'ONU, ils ont acté le départ de la MINUSMA, mais avec le soutien quand même qu'elle avait aussi de Barkhane, des forces françaises. Ça allait compliquer un peu plus l'opération de reconquête au Mali. Donc ça, c'est une victoire, c'est une première victoire en tout cas collective des trois États qui se sont mis ensemble. Ça va leur donner encore plus de motifs de renforcer leur coopération militaire, de mutualiser un peu plus leurs moyens pour voir au niveau du Niger et du Burkina, voilà, quels sont les moyens qu'ils peuvent mettre ensemble pour la reconquête de leur territoire. D'accord, on termine avec vous, Michael Touré, sur le sujet. Quelle peut être la portée de cette victoire pour l'Alliance des États du Sahel? C'est la défaite de la politique militaire française dans le Sahel. Ça prouve clairement que la France a échoué dans la lutte contre le terrorisme. Et voici le résultat concret, reprise de Kidal. La France était là pendant plus de 11 ans. La France est partie. On a repris Kidal. La France quitte le Niger, les choses bougent. La France quitte le Burkina Faso, les choses bougent. Dernièrement, vous avez suivi un député ivoirien qui a demandé à l'Assemblée nationale quand est-ce que les forces françaises vont quitter la Côte d'Ivoire, notamment, il parlait du 43e Bima. Donc, ça pose un certain nombre de questionnements. Ça prouve aussi que les accords qui avaient été signés, les accords militaires qui avaient été signés dans les années 60, qui ont été dénoncés, dont certains pays ont retrouvé de nouveaux partenaires. Ça prouve que de plus en plus, il faut aller voir vers d'autres pays dans la lutte contre le terrorisme, dans les questions de développement. Aujourd'hui, ça prouve que la France doit revoir totalement toute sa politique, sa sécurité, développement, ainsi de suite, sur le continent africain. Peut-être dans les jours à venir, vous allez voir que peut-être l'armée française qui est au Tchad, mais peut-être aura aussi des difficultés
Donc ça veut dire que si la France avait été franc dans la lutte contre le terrorisme, c'est la France qui aurait gagné. Mais comme elle a joué ce double jeu, comme Sankara le disait, elle a joué et puis bon, elle a perdu. Dernier sujet retenu pour cette tribune, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe et a fait le tour du monde sous le coup d'une condamnation à perpétuité. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a créé la surprise dimanche dernier en annonçant la fin de son exil après 5 années. Déjà, comment est-ce que vous avez perçu une telle décision de Guillaume Soro? Est-ce que vous avez été surpris après l'arrestation manquée d'Istanbul dont on avait fait cas? C'est difficile. Bon, c'est vrai que par rapport à la surprise, je dirais que j'étais surpris par rapport donc à cette annonce donc de fin d'exil. Alors écoutez, c'est terminé, je m'arrête de courir, je rentre chez moi et puis profiter de ma famille, de mes enfants et puis de tout. C'était pratiquement une surprise parce que c'est une cavale pratiquement qui a duré. Et on se disait que parce que l'exil déjà c'est pas chose aisée. Pas donné à tout le monde de pouvoir donc le vivre. Et il y a ce qu'on dit banalement le mal du pays, mais il y a aussi la capacité à pouvoir survivre loin donc de chez soi. L'autre aspect donc qui marque pratiquement la surprise, mais ça c'est venu, je dirais, les jours qui ont suivi l'annonce donc de la fin d'exil, c'est qu'en réalité l'exil lui-même il n'est pas encore terminé. Il parlait d'exil dans sa terre natale. La fin de l'exil donc de Guillaume Soro pour moi serait donc son retour en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va marquer véritablement la fin donc, de son exil. Maintenant, peut-être que c'est la fin de l'exil, si vous voulez, hors du continent, qui a été annoncé, mais pour l'instant, en tout cas selon les informations rendues publiques par lui-même et par d'autres canaux, il n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas encore la fin de l'exil. Maintenant, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien premier ministre, un ancien chef rebelle, qui s'approche donc de son pays au prétexte qu'il veut rentrer. Est-ce qu'il a eu des garanties? Je n'en sais rien. C'est possible. Est-ce que il est en train de forcer le cours de l'histoire? Je n'en sais rien. C'est aussi possible. Mais l'homme que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes publiques, c'est que ce n'est plus le Guillaume Soro qu'on a connu, mais ça reste un chef rebelle. Peut-être que il va renaître de ses cendres. En tout cas, les prochaines semaines devraient nous situer véritablement sur la fin de l'exil véritablement donc de Guillaume Soro, donc son retour en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier exilé donc ivoirien qui rentre et puis il s'assume et puis deux. Maintenant, est-ce que il va rester calme? Je crois que c'est ça véritablement. Vous avez des craintes? Quand vous suivez depuis son départ donc, de la Côte d'Ivoire, ses activités en France, dans d'autres pays européens, jusqu'à l'annonce donc de la mise de fin de son exil, c'est pas un Guillaume Soro en odeur de sainteté avec le pouvoir d'Abidjan. Vous avez l'impression que il en a toujours gros sur le cœur, il en veut entre guillemets aux vieux pour parler de façon chose, il en veut au pouvoir d'Abidjan, y compris donc, il a tout de même parlé de sa volonté de participer à la cohésion au sein de son pays. Oui, c'est l'appel qui a toujours été lancé par tous les politiciens. Maintenant, son passé véritablement fait craindre. Son passé fait craindre. Et ça, il est difficile d'enlever cela, cette crainte, cette peur ou ces hésitations par rapport à ce retour ou cette fin d'exil-là de Guillaume Soro. Il est difficile d'enlever cela dans la tête donc de pas mal de citoyens d'Afrique de l'Ouest. Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest, parce que son passé quand même, de rebelles, ensuite de politiciens pas très calmes, un exil aussi, je dirais, bruyant.
jusqu'à... je crois qu'il faut peut-être donner raison à ceux qui ont des craintes par rapport à ce retour-là, comme moi. Joachim Boukouma, l'actualité a très vite évolué concernant Guillaume Soro. Juste après l'annonce de la fin de son exil, son parti, le GPS, qui fait un communiqué annonçant qu'il serait depuis samedi dernier à Niamey. Il est reçu par le président de la transition au niveau du Niger. Qu'est-ce qui se cache derrière ces différents scénarios selon vous? En fait, quand je suis la chronologie des événements, quand le communiqué a été publié, il était déjà au Niger. Il était déjà sur place. Le communiqué, et puis la vidéo qui a été diffusée, tout ça, Guillaume Soro était déjà... bon, moi j'avais eu des échos, mais je tentais de vérifier l'information jusqu'à... Je n'avais pas encore réussi à faire des recoupements quand le communiqué est sorti. Et puis on a vu l'audience que le chef de l'État du Niger, avec le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire vraiment les trois principales personnalités du point de vue sécuritaire du pays, politique aussi du pays, l'ont reçu. Ça veut dire la considération, le niveau de considération qu'ils ont pour lui. C'est vraiment, on ne peut pas aller plus haut que ça. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière un tel scénario? Bon, quand vous regardez dans les discussions de la CEDEAO, celui qui a été le plus tranchant, le plus virulent, qui voulait plus de sanctions contre le Niger, c'était qui? Alassane. C'était Alassane Ouattara. Celui qui était vraiment remonté, il faut que la force de la CEDEAO se mobilise pour aller rétablir Bazoum. Et on a vu son communiqué où on sentait vraiment la colère contenue. C'était Ouattara. Bon, c'est une hypothèse que je mets, je n'ai pas d'éléments. Bon, peut-être que c'est pour cette stratégie-là, c'est pour finalement signer la paix des braves. Comme il a dit, la présence de Guillaume Soro au Niger donne des nuits froides, ou des nuits chaudes, je ne sais pas, au pouvoir d'Abidjan. Et c'est intriguant. Pourquoi il est au Niger? Bon, évidemment, au Burkina, il ne pouvait pas venir au Burkina parce qu'il a un contentieux avec le Burkina qui n'est pas encore... en tout cas, avec l'opinion. Je veux dire, politiquement, ça avait été réglé sous le président Roch Kaboré, mais avec l'opinion burkinabé, je ne suis pas sûr que le contentieux est soldé. Et j'avais pensé plutôt qu'il irait au Mali, plutôt qu'au Niger, parce que le Niger ne s'est pas stabilisé, finalement, c'est là-bas. Mais c'est à côté. Donc, il dit qu'il est venu sur la terre ancestrale africaine. Bon, mais comme il dit, il reste l'étape d'Abidjan. Mais je pense que lui aussi n'est pas venu dans un esprit belliqueux. Il a dit qu'il vient pour participer, son parti l'a dit, à l'effort de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que, bon, on verra les gestes qu'ils vont poser et comment aussi du côté d'Abidjan ils vont accueillir cela, sachant que, comme je disais tout à l'heure, il y a la CAN qui est là et on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a à côté, quelle est la tambouille qu'il peut encore mettre en place. Ouattara a reçu, Gbagbo est rentré, il avait été condamné, il n'est pas allé en prison. Blé Boudé aussi avait été condamné, il n'est pas... Donc tout ça c'est dans le cadre de la politique de réconciliation. C'est peut-être sage, voilà, de faire la même chose avec Guillaume Soro, même si les contentieux ne sont pas les mêmes, parce qu'entre Ouattara et Guillaume Soro, c'est un problème personnel. Beaucoup disent aussi que c'est... J'aurais préféré quand même que dans cette même logique, que depuis l'exil de l'autre côté, il rentre directement à Abidjan. Il ne faut pas aller chez le voisin où, il y a quand même... Peut-être que les conditions ne sont pas encore remplies pour qu'il rentre tout de suite à Abidjan. D'accord. Et bon, mais je pense que on le saura dans les semaines à venir. D'accord. Idriss Koumbem, beaucoup trouvent également que c'est un Guillaume Soro très diminué physiquement, un Guillaume Soro inoffensif. Finalement, quand on regarde un peu les différents scénarios, est-ce qu'il ne faut pas craindre une exacerbation de la tension entre Niamey et Abidjan quand on sait les velléités d'intervention de la CEDEAO qui avait créé cette tension déjà? Alors ça peut arriver parce que depuis longtemps, les 5 ans d'exil de Guillaume Soro, le pouvoir d'Abidjan traque Guillaume Soro, et s'il se retrouve à côté au Niger, c'est tout à fait normal que Abidjan aussi faille ou veut en tout cas mettre la main sur Guillaume Soro, mais sa présence là-bas pourrait, de mon avis, être interprétée par la situation de l'ennemi de mon ennemi qui devient mon ami. Il est peut-être plus sûr
Il s'est dit qu'il sera plus en sécurité au Niger parce que la situation est tendue et que les autorités nigériennes ne vont pas peut-être faciliter par quelque moyen que ce soit son arrestation en terre nigérienne. Après 5 années d'absence de tout ce qui est politique, qu'est-ce que Guillaume Soro peut apporter à Niamey aujourd'hui? Non, pas qu'il veut apporter quelque chose, mais pour sa propre sécurité d'abord. Il s'est dit qu'en étant au Niger, ce n'est pas possible pour le pouvoir d'Abidjan, vu que les deux ne s'entendent pas, de pouvoir faire par des actions diplomatiques ou politiques pour négocier, pour qu'on l'extrade ou bien on puisse l'arrêter en terre nigérienne. Moi, je vois ça comme ça. Peut-être, ou bien il peut être là, tenant compte de cette situation et peut-être aussi passer par des négociations et pouvoir après rentrer, comme on l'a dit, il y a d'autres qui étaient en exil, qui ont été condamnés mais qui sont rentrés. Mais la question de dire qu'il constitue un danger aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas très certain parce que l'homme aussi ce n'est pas sa première fois. En 2020, à l'approche des élections, il avait dit que lui est rentré à Abidjan. Et qu'il avait dit que s'il n'était même pas aussi candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais les élections se sont tenues en 2020, il a tourné, on l'a traqué. Peut-être qu'il a retrouvé que là où il passait, bon, peut-être la politique ou bien la diplomatie ivoirienne était tellement forte dans ce pays, où très facilement, Abidjan avait des relations très limpide avec ses autorités et facilement on dit voilà on va t'arrêter et il ne trouvait pas autre lieu où aller si ce n'est pas au Niger où il sait pertinemment que voilà les Abidjan et puis Niamey actuellement ce ne sont pas des bons amis. Donc il pourrait quand même rester pendant 2 jours et voir s'il peut faire des négociations et rentrer après. Nous sommes en fin d'émission, la toute dernière réaction, Michael Tougri. Quand on a regardé ces différents scénarios, quand on sait ce qui unit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, quelle peut être un peu la portée de ce scénario-là avec le retour de Guillaume Soro à Niamey sur les États du Sahel avec la Côte d'Ivoire en termes de relations? Oui, je pense que les relations vont se dégrader dans les jours à venir. Parce que lorsque vous prenez le Mali ou le Burkina, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traquer les groupes armés terroristes. À votre avis, ces groupes-là vont se retrouver où? De plus en plus, on entend dire que ces groupes-là traversent la frontière ivoirienne. Lorsque vous suivez des documentaires, notamment de nos confrères de la RTV, vous voyez les opérations qui se mènent dans la partie ouest du Burkina Faso. De plus en plus, ces groupes-là se réfugient du côté de la Côte d'Ivoire. Comme on n'a pas signé des accords de poursuite sur de part et d'autre des frontières. Donc vous voyez, mais pour un monsieur comme Guillaume Soro, c'est-à-dire que lorsque vous regardez l'expression de son visage, vous sentez que l'exil a été très difficile pour lui. Très très difficile. Et là où il est passé, vous sentez que dans les pays où il est parti, il n'avait pas, ce n'est pas des pays amis. Alors que l'exil, il faut avoir un président dont peut-être vous êtes son ami, comme peut-être le président Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, qui est ami au président Ouattara, il vous prend et peut-être que c'est l'État qui s'occupe de vous. Mais lorsque vous voyez Guillaume Soro, avec le tout qu'il a fait, vous sentez qu'il a vécu dans sa poche. D'accord. Alors, toutes les dernières réactions. Allez-y. Parce que moi, je l'avais rencontré en juillet 2020 à Paris, dans une conférence de presse. Bon, il était en forme, tout ça. Et là, effectivement, quand je l'ai vu flottant dans son costume, émacié, je me suis dit, mais c'est pas. Voilà, c'est comme si c'était 92 étudiants. Absolument. Voilà. Donc, là, effectivement, la chute a été brutale et c'est la preuve qu'il s'est retrouvé dans des endroits très, très hostiles. C'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux équipes techniques de réalisation. Et on se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.